suis Laura Parini et je vais vous présenter un travail sur l'algie vasculaire de la face associée au vaccin contre la Covid-19 sous la forme d'une étude descriptive à partir des cas issus de la base nationale de pharmacovigilance. Donc, on peut passer la diapo. Alors, voilà. Donc, le sommaire qu'on va suivre, assez simple, l'introduction, le matériel utilisé et la méthode, nos résultats. On va discuter brièvement ces résultats et enfin, une conclusion. Alors, pour commencer, tu peux passer Sophie encore. Alors, alors moi j'ai l'impression que l'écran est bloqué. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez l'image s'afficher? Oui. Ouais, ouais, nous, on Parce voit que tout, moi je mais ne l'ai pas. ah putain. Bon, Qu'est-ce qui se passe? C'est euh, bizarre. Attends, parce que normalement, vous êtes là, tout le monde voit bien la deuxième diapo avec l'algie vasculaire de la face, la céphalée trigémino. Ok. bon. Oui. Bon, c'est Je vais bizarre que. improviser, c'est pas grave. Donc on va dire qu'on a toute la diapo. Donc un petit mot déjà sur l'algie vasculaire de la face. L'algie vasculaire de la face, c'est une céphalée qui appartient au groupe des céphalées trigémino-autonomiques, qui revêt une présentation assez stéréotypée. Donc ce sont des crises algiques extrêmement douloureuses qui vont intéresser un côté de la face. On dit que c'est strictement unilatéral. C'est l'une des expressions les plus sévères de douleur faciale qui peut s'associer avec une hyperactivité sympathique homolatéral à la douleur, voire parfois des signes d'hypoactivité avec larmoiement, injection conjonctivale, etc. Ces crises se répètent de façon quotidienne, voire pluriquotidienne, jusqu'à 8 crises par jour, et elles évoluent sur une modalité plutôt périodique, donc la nuit, donc périodique circadienne et circannuelle plutôt à l'automne. Concernant l'épidémiologie, on dit qu'il y a à peu près 0,1% de la population générale qui est atteinte. Le sexe ratio serait de 4,3 hommes pour une femme. L'âge de début chez l'homme se situerait entre 20 et 40 ans, tandis que chez la femme, on observerait deux pics, un pic plus précoce avant la vingtaine et un second pic après 50 ans. Le diagnostic de l'AVF est purement clinique. Il repose sur les critères de l'ICHD3, qui est une classification des céphalées dans sa troisième version. Donc, qui dit diagnostic clinique dit pas d'examen complémentaire. Néanmoins, il est vivement recommandé d'en faire pour éliminer tout diagnostic différentiel. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, dites-moi si les diapos sont passées parce que moi, j'ai un écran figé. Excuse-moi, j'avais éteint mon micro, c'est fait. Je t'ai passé Super. physiopathologie. Super. Donc, pour discuter un petit peu de la physiopathologie de l'AVF, elle est encore mal élucidée. Donc, ça repose principalement sur des grandes hypothèses. Et l'hypothèse principale qui pourrait expliquer l'AVF repose sur un modèle neurovasculaire qui va venir intégrer trois structures distinctes. Donc, j'ai essayé de représenter à l'aide de ces schémas. À la fois en périphérie, le système trigéminovasculaire et les afférences céphaliques du système nerveux autonome. Et puis au niveau central, l'hypothalamus, en particulier sa partie postéro-inférieure. Le système trigéminovasculaire, il comporte donc des fibres nerveuses dont le point de départ est dans le ganglion trigéminal qui vont venir s'étendre vers les principaux vaisseaux cérébraux et les vaisseaux de la dure mère. L'extrémité distale de ces fibres va venir se projeter au niveau central sur le complexe trigémino-cervical et en particulier sur la première branche du nerf trijumeau et qui va se distribuer de façon essentiellement unilatérale, ipsilatérale au ganglion. L'activation du système trigéminovasculaire aboutirait à la libération périvasculaire de neuropeptides, le CGRP, la neurokinine A, la substance P, et cette libération de neuropeptides aboutirait à une inflammation neurogène qui sous-tendrait une vasodilatation. La mise en jeu de réflexes trigémino-parasympathiques pourrait induire une augmentation de l'activité parasympathique parallèlement à une réduction de l'activité orthosympathique qui explique donc les fameux signes que l'on peut observer lors d'une crise algique.
Enfin, l'hypothalamus, quant à lui, il est impliqué dans de nombreuses fonctions qui pourraient expliquer pourquoi l'hypothalamus pourrait être le fameux générateur de la crise algique. En particulier, l'hypothalamus, il exerce un effet à la fois anti- et pronociceptif sur le complexe trigéminal. Et donc des mécanismes qui pourraient impliquer l'hypothalamus, expliquer pourquoi on a cette fameuse périodicité dans la survenue des crises. On peut passer à la diapo suivante. Super. Donc, à notre connaissance, à partir des différents critères et des données qu'on a pu retrouver dans la littérature, les crises d'algie vasculaire de la face ne sont pas déclenchées par une prise de substance. Donc, à notre connaissance, il n'y a pas d'algie vasculaire de la face iatrogène. Cependant, on a retrouvé un cas de survenue d'algie vasculaire de la face suite à une vaccination contre la Covid-19 en 2022 en France. C'était un cas lillois d'ailleurs. On peut passer à la diapo suivante. Donc nous, notre étude, elle avait pour objectif principal de venir recueillir et décrire tous les cas d'algie vasculaire de la face survenus après une vaccination contre la Covid et enregistrés dans la base nationale de pharmacovigilance dans le but de pouvoir identifier un éventuel signal de pharmacovigilance. Diapo suivante. Super. Un petit mot sur la pharmacovigilance française, je pense que tout le monde maîtrise, donc je ne vais pas trop m'y attarder. C'est la surveillance du risque d'effets indésirables qui comporte en particulier l'identification, l'évaluation et la prévention du risque résultant de l'utilisation des produits à finalité sanitaire à usage humain. C'est-à-dire que l'un des objets d'étude de la pharmacovigilance, c'est l'effet indésirable médicamenteux. Et le travail des CRPV, entre autres, est de venir examiner ce fameux lien d'imputabilité, c'est-à-dire un lien entre la survenue de l'effet indésirable et le médicament. On peut passer à la diapo suivante. Donc nous, dans notre étude, nous avons choisi comme critère d'inclusion tous les cas enregistrés sur la base nationale de pharmacovigilance jusqu'en novembre 2023, codés sous le PT algie vasculaire de la face, et donc des cas qui étaient enregistrés soit par les CRPV, soit par les centres de pharmacodépendance et addictovigilance. À partir de cela, nous avons obtenu une requête ANSM, et au sein de cette requête, nous avons sélectionné en particulier tous les cas qui impliquaient comme seul suspect les spécialités vaccinales qui ont disposé ou qui disposent encore d'une autorisation de mise sur le marché en France, donc à savoir Comirnaty, Gicofdun, Nuvaxovid, Spikevax, Vaxzevria et Vidprevtin. On va passer à la diapo suivante. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes venus relever toutes les caractéristiques suivantes, la gravité de l'effet indésirable, le nom du vaccin et donc par là même son type, la date de vaccination, le numéro de la dose, le délai de survenue, la description clinique détaillée de cet effet indésirable, le sexe du patient. Vous m'entendez? On t'entend. Ok, super. D'autres éventuels antécédents, des antécédents bien sûr d'algie vasculaire de la face s'ils existaient, des traitements concomitants, une éventuelle confirmation médicale, l'évolution clinique, d'éventuels facteurs déclencheurs et une éventuelle réintroduction. Nous avons comparé ces cas issus de la base nationale de pharmacovigilance aux données de Vigibase, notamment à l'aide d'une analyse de disproportionnalité ou une étude cas-non-cas qui était générée automatiquement. Et enfin, nous avons mené une recherche dans la littérature et nous avons également comparé la survenue de cet effet indésirable avec ce qui était déjà décrit dans les monographies de ces différentes spécialités. Donc, diapo suivante. Effet. Concernant l'analyse globale, nous avons retenu 53 cas. Ces cas avaient obtenu une confirmation médicale dans 20 à 45% des cas. Donc pourquoi cet écart? 20% des cas étaient notés comme ayant été confirmés médicalement dans 20% des cas, tandis que on a pris, en prenant un petit peu plus large, on a considéré que tous les cas qui étaient issus d'une déclaration d'un médecin ou d'un professionnel de santé pouvaient valoir confirmation médicale, ce qui montrait le chiffre à 45%.
On avait 47% de ces cas qui étaient codés comme graves. Le délai de survenue moyen était de 19 jours et demi, qui s'étendait donc de 2 heures à 1 an après la vaccination d'intérêt. Le sexe ratio était de 1 pour 1. L'âge moyen était de 45 ans, s'étendant de 21 à 78 ans. Les antécédents d'AVF étaient précisés dans plus de 35% des cas. L'évolution était décrite comme favorable dans 17% des cas. Et lorsque la réintroduction était précisée, elle était positive dans 100% des cas. Donc sur la droite, vous avez un diagramme circulaire qui permet de mettre en évidence la répartition des cas en fonction de la spécialité. Donc on observe une majorité de cas sous Comirnaty, plus de 60%, puis Spikevax avec un petit peu moins de 20%, et enfin Vax-Zevria et Gicovden. Je vais passer à la suivante. Merci. Donc plus en détail, Comirnaty, vous avez tout le détail des cas sur la droite. Pour parler de façon un petit peu plus générale de la présentation clinique, on avait des antécédents, donc une réactivation dans plus de 30% des cas. Dans ces cas-là, on avait comme précision le fait qu'il s'agissait d'une exacerbation sans commune mesure, une augmentation de la fréquence des crises, également des tableaux cliniques variés, stéréotypés dans plus de 80% des cas, atypiques pour un, de type douleur neuropathique, névralgie du trait jumeau pour un autre, suivi ou précédé d'une migraine avec aura pour encore un autre. Les examens complémentaires n'étaient réalisés que dans plus de 16% des cas et aucun diagnostic différentiel mis en évidence. Pour Spikevax, donc pareil, vous avez le détail. De même, des tableaux cliniques variés, des crises stéréotypées dans 70% des cas, une intensité progressivement dégressive dans 10%, un doute sur une céphalie migraineuse pour 10% de ces cas, et une algie vasculaire surajoutée à une crise migraineuse dans 10% des cas également. Les examens complémentaires étaient réalisés dans 50% des cas, et pas de diagnostic différentiel mis en évidence. C'est bon. Ensuite, concernant Gicovden, beaucoup moins, seulement 2 cas. Pour ces 2 cas, il s'agissait de réactivation avec une augmentation de la fréquence des crises. Le délai de survenue était de 1 et 28 jours. Pas d'évolution, pas de réintroduction décrite et bien sûr pas de diagnostic différentiel. Concernant Vax-Zevria, un petit peu plus, 5 cas. Les antécédents étaient des cas de réactivation dans 60% des cas, un délai de survenue moyen de 9 jours, des crises algiques stéréotypées, et également des crises de type grosse céphalée. Un cas de rétablissement, pas de réintroduction, pas de diagnostic différentiel. J'ai mis la suite. Merci. Donc, comparons nos résultats aux données de Vigibase. Donc, données de Vigibase tout d'abord avec plus de 2230 cas identifiés qui n'impliquent qu'un seul vaccin contre la Covid-19, ce qui nous donne un reporting odds ratio de 8,2 avec une borne inférieure de l'intervalle de confiance à 7,5. Donc, on observe effectivement un signal de disproportionnalité, en particulier pour Comirnaty, un ROR à 1,5, pour Vax-Zevria à 2,3 et pour Vitreftin, un ROR à 17,8. L'analyse était non significative pour Gicovden, Nuvaxovid et Spikevax. Dans les différentes monographies de ces spécialités-là, on n'a absolument aucune mention d'algie vasculaire de la face, ni de céphalée trigémino-autonomique au sens large parmi les effets indésirables connus et rapportés. Dans la littérature, on retrouve 3 articles particulièrement intéressants. Le premier article, qui était celui qui nous avait attiré dès le départ, l'article du docteur Rochois, publié en 2022, qui était donc un case report concernant un jeune homme qui a présenté une crise algique quelques jours après une dose de rappel, à savoir que ce jeune homme n'avait jamais eu d'algie vasculaire de la face. Une série de cas en 2022 qui met en évidence cette fois-ci 7 cas de réactivation et une seconde série de 6 cas qui mettait en évidence en 2023 4 cas de réactivation et 2 de novo. On peut passer. Ouais. Donc maintenant, si on essaie d'analyser un petit peu ces résultats, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est que nous, dans notre étude, on obtient plus de 80% des cas d'algie vasculaire de la face post-vaccination contre la Covid qui impliquaient un vaccin de type ARN messager versus 13% un vaccin de type vecteur viral.
C'est à peu près ce qu'on retrouve également sur Vigibase avec un excès de notification pour les vaccins de type ARN messager. Néanmoins, dans la littérature, on retrouve une étude qui met en évidence la survenue plus fréquente et sévère de céphalées après un vaccin de type vecteur à adénovirus. À savoir que cette étude très intéressante ne considérait que les céphalées au sens large et absolument pas l'algie vasculaire de la phase. Donc, bon, c'est à prendre avec toutes les pincettes possibles, mais c'est quand même intéressant de l'avoir en tête. L'âge médian dans notre étude était de 43 ans, c'est à peu près cohérent avec ce qu'on peut retrouver dans la littérature. Nous avons mis en évidence un sexe ratio qui était de 1 pour 1. Donc là, on est plutôt en contradiction avec le sexe ratio de 4,3 pour 1 dont je vous avais parlé initialement. Néanmoins, les données de la littérature les plus récentes tendent à s'accorder sur une probable révision de ce sexe ratio dans les années à venir, compte tenu du sous-diagnostic assez important dans cette pathologie qui tendrait donc à minorer quand même ce sexe ratio. Néanmoins, on peut aussi se poser la question d'une origine iatrogène qui pourrait donc expliquer pourquoi on observe une différence. Enfin, dans notre étude, nous mettons en évidence 70% de cas d'algie vasculaire de la face de novo versus une majorité de réactivation dans la littérature. J'ai mis la suite. Merci. Alors, si on essaie de s'intéresser un petit peu plus précisément aux mécanismes physiopathologiques qui pourraient expliquer ces crises d'algie vasculaire de la face après une vaccination, on retrouve plusieurs hypothèses. Déjà, le fait que la vaccination pourrait elle-même induire une période active, donc une réactivation. Donc là, on est vraiment dans le cas précis des réactivations. En fait, il est supposé que les sujets atteints d'algie vasculaire de la face présentent un système trigémino-vasculaire dans un état pro-inflammatoire instable. Et donc, de ce fait, l'activation du système trigémino-vasculaire pendant une crise, ou alors une période interictale lorsqu'il y a une algie vasculaire de la face épisodique, est associée à une augmentation des concentrations plasmatiques de CGRP, les fameux neuropeptides dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, cette hypothèse, elle est soutenue par le fait que l'administration de corticostéroïdes pendant une crise permettrait la réduction des concentrations plasmatiques de CGRP parallèlement à une diminution de la fréquence et de l'intensité des crises. Et donc, la vaccination pourrait justement faire basculer cet état pro-inflammatoire vers un état inflammatoire complet et donc une activation des crises. Donc là, c'est plutôt l'hypothèse de la réactivation. On peut également se demander si la vaccination contre la Covid, plus particulièrement, pourrait induire une réponse immunitaire majorée. On peut également émettre l'hypothèse que la vaccination contre la Covid, que ce soit ARN messager ou adénovirus, pourrait induire une réaction croisée entre la protéine S du SARS-CoV-2 et les antigènes du soi. L'une des hypothèses aussi que nous avons retenues, c'était que l'algie vasculaire de la face pourrait être un véritable prodrome de la Covid-19. Et enfin, une hypothèse qui nous a particulièrement intéressés, c'était le fait que la vaccination, comme tout le monde le sait, permet de produire, de synthétiser des anticorps neutralisants et également d'activer les CD4, CD8, qui eux-mêmes vont produire des cytokines pro-inflammatoires. Et donc, l'hypothèse là en particulier, ce serait que ces cytokines qui sont produites là à ce moment, elles viendraient activer directement les nocicepteurs du système trigémino-vasculaire. Voilà. On peut passer à la suivante. C'est fait. Alors, concernant les limites de cette étude, tout d'abord, c'est une étude de pharmacovigilance, donc bien sûr, tous les biais qui sont inhérents à ces études sont à considérer ici. On a un gros problème de sous-déclaration en pharmacovigilance. On peut considérer qu'il y a à peu près seulement 5% des effets indésirables qui sont déclarés. On peut quand même aussi soulever l'hypothèse d'un biais de notoriété avec un excès de notification, puisque nous avons retrouvé plus de 98% des cas qui font suite à un effet indésirable survenu en 2021. Donc on peut se demander si cette date pourrait correspondre avec le début de la campagne vaccinale et donc avec peut-être une méfiance de la population à l'égard des vaccins. Et puis, une autre limite, c'est que
comme je l'ai précisé tout à l'heure, on a seulement 58% de ces cas qui ont été donc, il y a à la fois confirmé médicalement et ont bénéficié d'une consultation par la suite qui a permis de valider le diagnostic. Donc, le diagnostic différentiel n'a été écarté que dans 22% des cas, ce qui reste quand même extrêmement peu. Bon, on a quand même beaucoup d'avantages dans cette étude. Déjà, à notre connaissance, c'est la première étude qui traite de cette thématique. Les données cliniques disponibles dans la base nationale de pharmacovigilance sont quand même bien détaillées et assez complètes, hein. C'est un très bon avantage qu'on a pu avoir en travaillant sur cette base-là. Seuls les cas pour lesquels un seul médicament est suspecté ont été inclus. Et enfin, l'imputabilité intrinsèque, c'est-à-dire la récidive lors de la réintroduction, était précisée dans quelques cas. Donc ça permet de conforter quand même les éléments mis en évidence. Donc on J'ai peut mis ta passer à... conclusion. Merci. Donc nous mettons en évidence un signal de sécurité, en particulier pour les vaccins ARN messagers. Il est nécessaire de vérifier et de venir essayer de quantifier ce signal par des études de pharmacoépidémiologie. Bien évidemment, la balance bénéfice-risque demeure tout à fait favorable, hein. C'est absolument pas question de remettre justement en question cette balance-là. On est bien d'accord. L'objectif de cette étude, c'est vraiment de pouvoir optimiser les connaissances du profil de sécurité de ces médicaments pour essayer de personnaliser au maximum le traitement qu'on propose à nos patients à l'échelon, cette fois-ci, individuel. Voilà. Merci beaucoup.